ce journal, hommage à deux figures marquantes de l'histoire politique de la Haute-Volta au Burkina Faso. D'une part, le président de l'Assemblée nationale qui, à Bobo Dioulasso, salue la mémoire de Daniel Wezen Coulibaly, et d'autre part, à Ouagadougou, un groupe de jeunes qui soutient les actions du gouvernement via Internet rend hommage à Salifou Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale disparu il y a un an. Également dans ce journal, un état des lieux des travaux de construction du mini-échangeur des routes nationales 3 et 4, un chantier qui visiblement connaît des déconvenues diverses. Nous verrons cela dans quelques instants. Et puis en Syrie, la province d'Idleb, visée par des bombardements intenses du régime de Bachar el-Assad et ses alliés, l'on craint une offensive d'envergure sur ce dernier bastion rebelle du pays. Plusieurs villages sont touchés par les frappes. Bonjour, bienvenue à tous. Merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, le président de l'Assemblée nationale, Bobo Dioulasso, rend hommage à Daniel Wezen Coulibaly à l'occasion du 60e anniversaire de la disparition de cette figure, de cette grande figure qui a marqué l'histoire politique de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Alassane Bala Sakandé dépose une gerbe sur la tombe de celui qui, selon ses mots, devrait inspirer les hommes politiques d'aujourd'hui. Reportage Drissa Traoré, Moussa Sano. Grosse émotion ce vendredi 8 septembre 2018 au cimetière municipal de Bobo Dioulasso. 60 ans jour pour jour après sa disparition, Daniel Wezen Coulibaly reçoit les hommages d'une autorité de marque, le président de l'Assemblée nationale du Burkina. Nous venons là pour dire que nous voulons en tout cas nous inspirer de son exemple et pouvoir continuer l'œuvre qu'il a commencée pour la Haute-Volta dans le temps, le Burkina Faso aujourd'hui. Donc c'est un exemple pour nous et il était tout à fait normal et c'est un devoir pour nous de venir en tout cas nous incliner, respecter sa mémoire et inviter les uns et les autres, surtout les hommes politiques, à suivre l'exemple du feu le président Daniel Wezen Coulibaly. Cette marque de reconnaissance est bien appréciée par la famille de Daniel Wezen Coulibaly, une famille qui ne manque pas de mots pour saluer ces gestes du président de l'Assemblée nationale. Nous voudrions remercier Monsieur le Président et toute la délégation qui l'accompagne d'avoir voulu bien prendre sur leur temps pour venir déposer une gerbe sur la tombe du président Wezen Coulibaly. Nous en sommes très reconnaissants. Monsieur le Président lui-même a dit qu'il n'a pas connu le président Wezen Coulibaly et nombreux sont les jeunes qui n'ont pas connu le président Wezen Coulibaly. Peut-être que, comme disait quelqu'un, si on veut que les hommes comprennent, il faut qu'ils apprennent à se souvenir. Un message déjà bien compris par le président de l'Assemblée nationale pour qui Daniel Wezen Coulibaly aura incontestablement marqué l'histoire de la Haute-Volta aujourd'hui, Burkina Faso. Le chef du Parlement burkinabé, au cours de sa tournée à Sia, a aussi voulu s'imprégner des conditions de travail à la RTB2 au bassin. La visite de courtoisie est suivie pour nous par Mané Kahien, Dramanso et Moussa Sano. Le président de l'Assemblée nationale, présentateur du journal et invité d'une émission interactive, Alassane Bala Sakandé, est en immersion à la RTB2 au bassin. Une occasion pour lui de s'imprégner des conditions de travail des agents de ce média. J'ai vu les conditions dans lesquelles les gens travaillent et ce sont des hommes et des femmes à féliciter parce que de dehors c'est beau. La RTB2, de dehors c'est beau, mais de l'intérieur ce n'est pas ça. Et donc, en tout cas, nous tenons à encourager le directeur général et tout son personnel pour les efforts abattus au quotidien, pour donner l'information juste, l'information vraie aux populations. Cette visite du président de l'Assemblée nationale est bien accueillie par le directeur de la RTB2 au bassin, qui compte sur le soutien de l'institution de Bala Sakandé pour jouer pleinement sa mission. Nous avons des équipements qui aujourd'hui ne répondent pas tellement aux normes techniques et technologiques. Voilà, et nous avons présenté cela au président de l'Assemblée. Et c'est très capital dans le monde où nous sommes aujourd'hui. À l'heure du numérique, du tout numérique, il faut que la RTB2 soit au diapason de cette évolution pour satisfaire au mieux ses téléspectateurs et ses auditeurs. Le président de l'Assemblée nationale rassure les agents de la RTB2 au bassin de son plein soutien,
En attendant, il invite ces médias à poursuivre dans le professionnalisme. C'est via Internet qu'ils soutiennent d'habitude les actions du gouvernement burkinabé. Hier samedi à Ouagadougou, ces jeunes décident de franchir une étape en organisant une journée de réflexion pour rendre d'abord hommage au docteur Salifou Diallo pour ses actions envers les jeunes. Ils expriment aussi leur soutien aux forces de défense et de sécurité. On suit le reportage de Nong Bakouda et Zalissa Sanfo. C'est un hommage à feu docteur Salifou Diallo et aux forces de défense et de sécurité. Le Forum La République, un groupe d'amis sur Internet qui soutient les actions du parti au pouvoir, veut faire d'une pierre deux coups. Une journée pour se souvenir du docteur Salifou Diallo, mais aussi encourager les forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire dans un contexte marqué par des attaques terroristes. Nous disons aux forces de sécurité et de défense qu'ils ne sont pas seuls. La jeunesse du Burkina est derrière eux. Le peuple est derrière eux pour vraiment nous assurer un pays en sécurité, un pays vraiment où il faut bon vivre. Pour le président du groupe parlementaire MPP, venu encourager ces jeunes, cette initiative vient à point nommé. Il était tout à fait normal que dans le contexte actuel que tout le monde connaît, que nous puissions effectivement rendre un vibrant hommage à nos FDS et lancer l'appel effectivement à toute la population à ce qu'elle soit solidaire de ce combat, à ce qu'elle les aide en information. Ils en ont vraiment besoin. Ils ont beau être des soldats aguerris, ils ont beau avoir l'équipement, s'ils n'ont pas le bon renseignement, la stratégie ne peut pas être suffisamment alimentée. Le temps d'une journée donc, entre amis, ils vont se donner des conseils pour encourager et soutenir les forces de défense et de sécurité afin qu'ils boutent les terroristes hors du Burkina Faso. Autre chose à présent, les travaux de construction du mini-échangeur à Ouagadougou et d'élargissement des chaussées cyclables des tronçons des routes nationales 3 et 4 ne sont toujours pas achevés. Le chantier, nous dit-on, connaît des déconvenues diverses dont certaines sont liées à la présence des canalisations des réseaux d'eau, d'électricité et des téléphonies mobiles. Le retard actuel, selon les responsables des travaux, serait lié à ces difficultés techniques. Alors, que se passe-t-il exactement sur ce chantier? La réponse avec Moussa Ouedraogo et Oumar Zombri. Route de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Sur ce tronçon en bitumage, les bruits de machines se font de moins en moins entendre. Le chantier tourne, certes au ralenti, mais le projet avance dans son ensemble, dit-on. Actuellement, nous sommes à un taux de 70%. Voilà, pour l'ensemble des travaux. 70% de taux de réalisation pour un délai déjà consommé. Lancé le 16 novembre 2015, les travaux devaient durer 18 mois. Les usagers de la route ont hâte que le chantier finisse. Il y a beaucoup de poussière. Quand j'emprunte là, j'arrive à la maison, il faut qu'on lave encore le véhicule. N'en parlons pas ceux qui sont sur les motos. Si on peut chaque fois arroser, ça sera mieux. Je ne sais pas si nous sommes dans les délais. C'est surtout ça mon inquiétude. Sinon, les désagréments, bon, on est obligé, surtout qu'il n'y a pas de voie de contournement. Ce retard est causé par plusieurs facteurs. Selon le responsable du projet, en plus de travailler sous trafic, les travaux connaissent des points de blocage dus à la présence des réseaux de certaines compagnies sur la route nationale numéro 3. L'ouvrage que vous voyez ici n'a pas le gabarit suffisant pour supporter les 2x2 voies prévues pour amorcer cette voie-là. Alors, il est prévu de le démolir et de le reprendre pour avoir le gabarit souhaité. Et vous voyez, il y a des réseaux ici qui nécessitent d'être déplacés. Vous avez ici le réseau de l'Onatel, vous avez l'ONEA qui est là, il y a deux réseaux ONEA, et puis il y a la Sonabel en dessous. Donc ces réseaux doivent faire l'objet d'un déplacement avant toute intervention de l'entreprise, au risque de créer des dégâts importants et de priver une grande partie de la ville de Ouagadougou en eau, électricité et téléphone.
Des démarches ont été entreprises auprès des concessionnaires pour le déplacement de ces réseaux. Les démarches sont en cours, mais c'est des procédures internes aux différents concessionnaires que nous ne maîtrisons pas en tant qu'entreprise. Nous attendons juste que ces emprises soient libérées et que nous puissions travailler. Nous sommes au cœur de l'ouvrage. Après la construction de ces piliers, la phase de coffrage du mini-échangeur va bientôt débuter. C'est dire que les usagers vont devoir encore s'armer de patience. La grande inconnue de ce chantier reste la date de fin des travaux. Plus d'une année après l'expiration du délai initial, Tal Abdelaziz hésite encore à donner un nouveau délai. Pour lui, le sort des travaux dépend de la réaction des compagnies qui possèdent des réseaux sur l'emprise des voies bitumées. Un mot de tourisme maintenant, et c'est au sud-ouest que nous nous rendons pour une journée de découverte et de promotion touristique organisée par l'association Jeunesse Espoir d'Afrique. La conférence publique à l'occasion aborde la thématique de la promotion du tourisme au Burkina Faso en rapport à la jeunesse. On voit cela avec Alassane Bani et Christophe Da. Comment bénéficier du Fonds de développement culturel et touristique? C'est la question centrale de cette communication. Le fonds va connaître une croissance importante dans les années à venir. Il reste cependant peu connu et inexploité par les acteurs, un instrument pourtant essentiel pour la promotion du tourisme au Burkina Faso. Ce sont ces mécanismes qui sont là pour accompagner les uns les autres pour entreprendre. Donc notre rôle ici, c'est d'arriver à susciter au sein de la jeunesse des entrepreneurs touristiques. L'entrepreneuriat touristique de la jeunesse, c'est l'un des aspects abordés dans le second exposé présenté par le ministre en charge du tourisme lui-même. Chiffre à l'appui, Abdul Karim Sango démontre ici que le tourisme est un secteur à forte valeur ajoutée. Il présente également les enjeux du tourisme interne dans un contexte marqué par l'insécurité. Personne, dit-il, ne montre son village avec la main gauche. L'image du Burkina, nous devons y tous contribuer. Lorsque, sur les réseaux sociaux, nous travaillons à présenter une image négative de notre pays, il ne faut pas croire qu'on travaille contre le gouvernement. Parce que ceux qui souffrent beaucoup plus de la situation actuelle, c'est la jeunesse. Nous pensons relever le défi parce que le ministre nous a interpellés. Ça nous a touché le cœur parce que, bon, c'est senti qu'au niveau du sud-ouest, surtout la jeunesse, on peut vraiment réussir à travers donc, la culture. À travers la jeunesse du sud-ouest, c'est tous les Burkinabés qui sont appelés à promouvoir le tourisme national. Sport, à présent, en deuxième sortie dans la course à la qualification à la CAN Cameroun 2019, les étalons ont été battus par les Mourabitoun de la Mauritanie, 2-0 hier à Nouakchott. Une désillusion analysée à chaud par le capitaine Charles Kaboré et le sélectionneur Paolo Duarte en conférence d'après-match au stade olympique de Nouakchott. Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Adama Guiti et Lassina Savadogo. Ma grande préoccupation pour cette match, c'est exactement la force collective de cette équipe de Mauritanie que j'avais passé comme message à mes joueurs. C'est une équipe qui n'est pas grande dans le ranking, il faut le dire, mais dans la réalité, c'est une équipe très compétitive, très agressive et qui travaille ensemble. Faire de sa force le groupe. Et comme ça, à partir du moment que j'ai regardé qu'on va jouer contre cette Mauritanie, si c'est un adversaire compétitif, surtout plus fort à domicile parce qu'il joue avec un synthétique. La réalité est que si on ajuste à cette difficulté de joueurs blessés, si on ajuste la difficulté de la qualité de la Mauritanie, et je le félicite pour la victoire, qu'on donne de but cadeau, parce que faire but aujourd'hui c'est très difficile, et faire but au Burkina c'est très difficile, mais on a donné de cadeau. Quelqu'un qui n'a pas rien joué, contre Cap-Vert, vous avez le critiqué. Contre Cameroun, il n'a pas beaucoup joué. Donc, je lui donne la chance qu'elle mérite d'avoir la chance. Parce que moi, il y a une chose que je déteste. C'est qu'un joueur sain qui ne va pas jouer, il se bat à fin.
Mais quand un joueur sait qu'il va jouer parce que l'autre est blessé, il ne se bat pas fin. Moi, je déteste ça. Donc, s'il n'a pas joué, c'est parce qu'il n'a pas mérité. Même à son club de deuxième ligue, il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire, Banou. Donc, c'est un joueur que j'aime, mais j'aime dans le maximum la force. La difficulté pour nous, c'est d'avoir encaissé le premier but et le deuxième but en même temps. Et ça nous a fragilisé un peu dans notre stratégie. Et en deuxième mi-temps, on n'a plus le jeu en compte. C'est leur mérite, ils sont à féliciter. Maintenant, il reste encore des matchs. Il faut qu'on se relève et encore confirmer et continuer à travailler. Parce que là, la CAN est finie, la 3e place, elle est derrière nous. Et il faut qu'on se fasse tout petit pour pouvoir grandir encore. Actualité hors de chez nous, à présent, la rencontre de vendredi dernier à Téhéran sur Idlib s'étant soldée par un échec. La dernière province syrienne contrôlée par les rebelles et les djihadistes est visée par des bombardements du régime et ses alliés russes. Plusieurs villages dans le sud de la région sont touchés par les frappes. Idlib, sous les bombes russes. La dernière province syrienne sous le contrôle de groupes rebelles et djihadistes a subi les frappes russes les plus intenses en un mois ce samedi matin, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des avions syriens ont également jeté des barils explosifs, ajoute l'ONG qui déplore la mort de 4 civils dont 2 enfants. 3 millions de personnes habitent la province d'Idlib. Une offensive pourrait faire 800 000 déplacés et provoquer une catastrophe humanitaire d'après les Nations Unies. Des centaines d'habitants ont commencé à fuir la zone des craintes d'un assaut. Le sort d'Idlib faisait l'objet d'un sommet tripartite ce vendredi à Téhéran entre les présidents russes, turcs et iraniens. Il s'est soldé par un échec. Vladimir Poutine et Hassan Rouhani rejetant la proposition de cesser le feu du Turc Recep Tayyip Erdogan, soutien des rebelles. La Russie et l'Iran, qui soutiennent Bachar al-Assad, évoquent la nécessité de lutter contre le terrorisme et la reconquête du territoire national par le gouvernement syrien. Et la Corée du Nord qui fait preuve de modération à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la fondation du régime nord-coréen. Pyongyang évite soigneusement de provoquer Washington et Séoul. Kim Jong-un n'a pas voulu trop en faire dans la démonstration de force comme à son habitude, comme pour laisser une porte ouverte à la poursuite des négociations pour la dénucléarisation. La Corée du Nord a fait preuve de modération dimanche en n'affichant pas toute sa puissance nucléaire lors de la parade militaire célébrant son 70e anniversaire. En ne présentant pas de missiles balistiques intercontinentaux, donc de longue portée, Kim Jong-un a manifestement souhaité ne pas provoquer le président américain Donald Trump, avec lequel il négocie la levée des sanctions frappant son pays en échange d'une dénucléarisation. Certes, l'un des mots d'ordre du défilé était de détruire les agresseurs impérialistes américains, qualifiés d'ennemis jurés du peuple de Corée du Nord. Mais ce défilé a eu dans l'ensemble, au regard des années précédentes, un ton apaisé à l'égard du diable américain. Le président chinois Xi Jinping avait délégué pour le représenter un membre du comité permanent du Politburo du Parti communiste. L'occasion pour Kim Jong-un d'exposer la protection précieuse politiquement et économiquement du grand voisin. Voilà, c'est la fin des actualités dans cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 13h se joint à moi pour vous souhaiter un très bon dimanche.